Merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être ici pour la deuxième session de cette série de webinaires. Et aujourd'hui, nous allons parler des expériences de femmes au sein des communautés qui sont à la tête des efforts de restauration. Dans cette session, nous allons écouter des histoires très intéressantes, de victoires aussi, de défis auxquels les femmes font face au sein de communautés locales et de peuples autochtones, afin de voir comment le genre est intégré dans les activités, les projets de restauration. Et c'est ce qui permet de dessiner un futur plus résilient. Est-ce qu'on peut revenir à la et la partager à l'écran, s'il vous plaît? Je peux m'occuper de partager mon écran si tu le souhaites. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous donner quelques informations pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci de bien vouloir écouter attentivement nos orateurs et oratrices qui ont des histoires très intéressantes à partager. Et donc, merci de laisser votre micro éteint lorsque vous ne parlez pas. Il y a accès aujourd'hui à l'interprétation vers le français et vers l'espagnol. Vous pouvez trouver l'icône du globe en bas de votre écran Zoom pour choisir votre canal d'interprétation. Cette session est enregistrée et partagée en live, donc vous pourrez y avoir accès par la suite. Et puis n'hésitez pas à partager le lien avec les personnes intéressées. Il y a également une section questions-réponses. Vous pouvez directement écrire vos questions sans avoir besoin d'attendre la fin du webinaire. Et puis, nous allons recueillir toutes ces questions pour essayer d'y apporter les meilleures réponses. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, pour faire vos commentaires. C'est toujours très intéressant de se connaître les uns les autres, les unes les autres. Alors, avant de commencer, nous avons deux questions pour vous, deux sondages. Il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte. Il s'agit plutôt d'un petit sondage pour vous connaître un peu mieux et pour savoir quelles sont vos connaissances sur le thème. Donc, la première question, c'est quel facteur, selon vous, renforce le plus la résilience des efforts de restauration des écosystèmes qui intègrent la perspective de genre. Vous pouvez cocher la réponse de votre choix. Alors, toutes ces réponses, bien entendu, sont très importantes, mais selon vous, quelle devrait être la priorité? Encore une fois, il ne s'agit pas donc d'une question qui est une réponse correcte, simplement pour donc avoir une idée de vos ressentis. Alors, nous avons pour l'instant plusieurs donc réponses cochées. Donc, sur les trois réponses, le savoir écologique traditionnel des femmes, les ressources naturelles et l'accès aux terres et la gouvernance inclusive et la prise de décision.
Alors, nous allons garder encore ce sondage à l'écran 5 petites secondes. Merci beaucoup, hein, pour donc de votre participation, de vos réponses. Il semble que c'est l'accès égalitaire, hein, à la propriété foncière et aux ressources naturelles qui euh, est devant les autres possibilités. Il semble qu'en effet, c'est un point très important pour donc assurer, hein, la perspective de genre dans les efforts de restauration. Alors, est-ce que l'on peut passer donc à la deuxième question, deuxième sondage? Oui, donne-moi 2 petites secondes, désolée pour cela. J'essaye de trouver comment lancer le deuxième sondage. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà la deuxième question. Donc, quelles sont les barrières les plus importantes à la participation pleine des femmes dans la restauration des écosystèmes dans vos contextes? Est-ce que c'est les droits fonciers limités? Est-ce que c'est le manque d'accès au financement et aux ressources? Ou est-ce que ce sont les normes socioculturelles et les stéréotypes de genre? Donc encore une fois, cela va dépendre de vos contextes, hein. Donc dans votre contexte, quelles sont les barrières, les obstacles les plus importants à la participation des femmes? Alors nous avons déjà plusieurs réponses. On voit que les normes socioculturelles et les stéréotypes de genre sont un obstacle très important, hein, dans la majorité des contextes. Je vais laisser encore une petite seconde pour que nous puissions tous et toutes répondre à ce sondage. Alors, voilà les réponses. Nous pouvons voir que vraiment ce sont les normes socioculturelles, les stéréotypes de genre, hein, qui représentent l'obstacle le plus important dans tous vos contextes. Donc, merci de votre participation parce que cela nous permet d'avoir une idée générale, hein, de vos contextes et de vos intérêts. Alors, revenons un peu à cette initiative qui a commencé en 2021 avec un projet donc de soutien dans 6 pays: Argentine, Panama, Kenya, Costa Rica, Cameroun et Myanmar. Donc, des pays où il existait déjà des initiatives de restauration menées par des femmes, où la nécessité donc de créer de tels projets. Donc dans ces projets, plus de 120 hectares de terre et d'eau ont été couverts.
inclut les ressources naturelles et la gouvernance. Donc, comme vous pouvez voir, il existe ici une grande application de cela, pas seulement dans les gouvernements, mais aussi au sein des communautés. Donc, sur base de ces apprentissages, de nombreux principes ont pu émerger et tous ces principes ont vraiment pointé sur la nécessité d'un dialogue continu. Donc, lors de la COP 16 à Cali, nous avons lancé cette initiative de restaurer les droits des femmes. Cette initiative a 4 piliers, 4 grands objectifs afin de promouvoir les droits des femmes dans la restauration. Et notre croyance, c'est que lorsque les femmes sont à la tête, il est important d'avoir une vision d'étape par étape afin de véritablement obtenir l'égalité de genre. Il y a donc 4 composantes clés, hein. Le premier, c'est le centre de plaidoyer qui crée des campagnes, des partenariats pour établir des dialogues et euh, faire le plaidoyer pour les droits des femmes. Le deuxième pilier, c'est les récits. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour vraiment entendre des expériences ancrées sur le terrain qui nous montre qu'il ne s'agit pas juste d'un discours, mais que euh, ces changements ont déjà lieu sur le terrain. Nous avons également une plateforme d'échange communautaire qui est un forum pour les discussions interculturelles afin de renforcer la solidarité, ainsi qu'un centre de ressources d'apprentissage. Donc, des ateliers, des webinaires, des formations, des études de cas ainsi que des boîtes à outils pour pouvoir partager le travail de chacun, chacune et donc apprendre les uns des autres. Il est donc nécessaire de travailler ensemble pour promouvoir la perspective de genre et je vous invite ici aujourd'hui à contribuer à cette communauté grandissante et nous partagerons tous les détails dans le chat si vous souhaitez vous enregistrer donc ou contribuer à cette initiative. Je vais donc maintenant passer la parole à notre premier intervenant pour aujourd'hui. Nous allons donc accueillir Monsieur Denis Wakaba, qui est économiste de genre à Nairobi. Il a une grande expérience en termes d'adaptation du changement climatique et aujourd'hui, il va nous parler d'équité de genre, d'inclusion sociale et de personnes handicapées. Et il va nous partager des études de cas donc de sa communauté au Kenya. Denis, la parole est à vous et merci donc d'ouvrir ce partage. Merci beaucoup. Alors, Denis, nous t'entendons, mais on ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez peut-être vous remettre derrière la caméra? Voilà, maintenant ça fonctionne. Alors, bonjour depuis le Kenya, je suis Denis Wakaba. Je travaille donc sur le genre et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment nous avons mis en place des approches transformatrices en termes de genre
pour la restauration des forêts et des paysages. Nous travaillons dans le comté de Mackwell, dans une zone Maasai. Alors, les hommes et les femmes ont très souvent un accès tout à fait inégal aux ressources, même si l'effort fourni est le même. Et c'est pourquoi aussi ils bénéficient de manière différenciée de la nature et de la biodiversité. Donc, promouvoir l'égalité de genre permet clairement de renforcer les protections de la biodiversité. Alors, Denise, pardon, est-ce que tu changes la présentation? Pour l'instant, on ne voit que la première. Ah oui, désolée, je regarde cela. Voilà, maintenant nous les voyons. Merci beaucoup. Ah, désolée pour cela. Donc, nous travaillons sur deux projets. Le premier se développe dans le comté de Makweni et l'autre à Laikipia, qui sont donc deux euh, municipalités. Donc, il est important de transformer la culture et les structures de pouvoir pour contrer l'inégalité de genre. Nous avons plus d'une centaine de membres qui font partie de la communauté et nous travaillons aussi en lien avec les gouvernements des municipalités, des comtés. Promouvoir des solutions basées sur la nature, ce n'est pas juste planter des arbres. Et il est important de voir que nous pouvons à la fois protéger nos familles et aussi protéger la nature. Donc un point important, c'est de montrer aux paysans qu'il n'y a pas forcément besoin euh, de certaines techniques pour travailler la terre. Et nous faisons en sorte que les voix de tous et toutes soient entendues au sein de la prise de décision. Alors, quel est le contexte de ces municipalités? Eh bien, le premier point, c'est la situation au sein des ménages. Il est tout à fait nécessaire de prendre en compte ce contexte pour commencer à partir de là et de regarder quelles sont les activités productives au sein des ménages et par qui elles sont effectuées. Alors, très souvent, les tâches les plus dures sont faites par les femmes, alors que ce sont les hommes qui sont en charge des activités, ou de la partie en tout cas qui génère les revenus. Nous avons aussi vu l'exclusion des jeunes ainsi que des personnes âgées et des personnes handicapées. Il y a donc ici une grande euh, inégalité et c'est pourquoi nous devons regarder ces groupes marginalisés. Alors, comment promouvoir l'inclusion économique? Nous avons mené des actions collectives, nous avons intégré le genre à d'autres approches. Nous avons travaillé avec l'obtention de graines, de systèmes
arrosages, par exemple. Donc, ces actions collectives nous permettent d'encourager autant les hommes que les femmes, les jeunes, les personnes âgées, de participer à ces processus. Nous avons fourni euh, du matériel pour ces communautés. Nous avons également créé des investissements conjoints avec des consultants, principalement pour donc travailler à la gestion de l'eau et à la conservation de l'eau de pluie. Cela a permis de faire des formations sur le savoir technique pour mettre en œuvre ces projets. L'un des outils clés que nous utilisons, c'est donc l'approche transformatrice à travers les dialogues communautaires. Ils sont donc une façon de démarrer les réflexions collectives et de générer des transformations au niveau des ménages. Et donc, ces dialogues sont organisés autour de différentes activités de groupe pour ouvrir la réflexion. L'idée, c'est de pouvoir explorer les dynamiques de genre, la possibilité de s'engager dans des activités de restauration au niveau du ménage. Et cela permet aussi de discuter des déséquilibres au niveau du travail, au niveau des activités domestiques. Et cela peut permettre de créer des transformations dans le futur. Ou de réfléchir aux étapes nécessaires pour transformer les choses, pour aller vers la situation désirée. Et certaines personnes, malheureusement, ne souhaitent pas changer. Et l'idée de ces dialogues, c'est de pouvoir petit à petit transformer les mentalités et créer des changements. Et cela permet ensuite de parler de la restauration en lien avec les questions de genre. Et je voudrais maintenant vous présenter nos 6 activités principales. Donc, la première activité tourne autour de la compréhension du sexe et du genre. Et l'idée, c'est de pouvoir introduire ces deux concepts et la différence entre les deux et de comprendre petit à petit les rôles de genre qui sont construits socialement pour créer une compréhension commune sur le sujet. La seconde activité, c'est donc une activité sur le positionnement de genre et l'idée, c'est de pouvoir réfléchir sur les types de travaux qui sont faits par les hommes et les femmes et de comprendre pourquoi. Ça permet de savoir qui fait quoi. Et ça permet aussi de comprendre les déséquilibres. Cela révèle également l'implication dans la prise de décision. On a aussi un jeu de rôle de négociation et l'idée, c'est de pouvoir développer l'empathie en montrant des scènes de négociation. Et parfois, donc, les femmes vont jouer les rôles d'hommes et inversement. Et cela peut aider, donc, à renforcer l'empathie avec l'autre perspective de genre. La quatrième activité, c'est de développer des marqueurs de progrès pour pouvoir discuter des changements désirés dans les comportements de la personne de l'autre genre.
Ça permet de discuter des traditions, de la culture, des revenus, de l'allocation des revenus dans le ménage, des décisions et de la prise de décision. La cinquième activité, c'est donc un voyage de vision. Et c'est pour travailler notamment avec les couples. L'idée, c'est euh, de pouvoir identifier des buts communs et de planifier donc les choses pour arriver à ces buts communs. L'idée, c'est de regarder où est-ce qu'on est maintenant, où est-ce qu'on veut arriver et comment on va faire pour y arriver. Et cela permet donc de créer une liste d'étapes. La sixième activité, c'est l'arbre de l'équilibre entre les genres. Et donc, ça permet d'identifier les inégalités en matière de genre liées au travail, au contrôle sur le revenu, aux dépenses du ménage. Alors, les participants discutent de la situation actuelle et puis discutent des changements qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre. Et quels sont les changements qu'on a pu voir grâce à cela? On a pu faire des entretiens de suivi avec les personnes qui ont fait les formations et beaucoup de personnes nous ont dit que donc la communication dans leur ménage s'était améliorée. Il y avait plus de prise en compte des femmes dans la prise de décision et plus de partage des bénéfices. On a aussi entendu des histoires d'hommes qui cuisinaient des repas et qui prenaient soin des enfants ou qui les emmenaient pour leur suivi médical ou qui allaient aux réunions de l'école, alors que traditionnellement ce n'était pas le cas. Donc ce sont des petites transformations très significatives de la vie quotidienne. Alors nous pensons que ces facteurs ont contribué au succès de notre travail. Et donc les matériaux sont interactifs et attrayants. Ces matériaux ont été traduits dans les langues locales. On a aussi travaillé avec le gouvernement du comté, avec les personnes chargées des questions environnementales et les personnes chargées des questions de genre. Cela permet aussi d'assurer plus de continuité pour le projet. On a aussi travaillé en collaboration avec les leaders de la communauté et les personnes qui ont de l'influence dans la communauté. Et donc, on a travaillé également sur les questions de gestion de l'eau durable pour que il soit donc clair qu'on n'intervient pas juste sur les questions de genre, mais sur tout un ensemble de questions importantes dans la communauté. Ici, je vais vous parler des approches d'intervention que nous utilisons. Et donc, avant de créer un projet, on fait donc une analyse pour s'assurer que ce que l'on propose répond aux besoins locaux. On travaille aussi avec les administrateurs, les organisations locales. On ne peut pas faire de la restauration sans s'intéresser aux associations locales qui travaillent en lien avec la forêt. Donc, on essaye d'encourager les petits paysans, les petites paysannes
à restaurer la forêt qui est proche de leurs terres agricoles, tout en gardant donc l'accès aux ressources forestières. Il s'agit de construire une intervention qui puisse répondre aux intérêts individuels et collectifs dans des paysages où on a donc une utilisation des ressources forestières. On travaille aussi pour s'assurer de contribuer au monitoring, donc au suivi des forêts. On a développé un document pour s'assurer que tous les acteurs soient en mesure de faire le suivi des forêts. Pour être en mesure aussi de faire le suivi des interventions liées aux moyens de subsistance. On a ici maintenant les indicateurs de résultats JETSI. Et donc, il s'agit tout d'abord de l'inclusivité. Par exemple, on a vu dans beaucoup de situations que le travail avec les arbres était fait par les hommes, mais donc on a insisté et encouragé pour que les femmes puissent le faire dans ce processus important de restauration. On a aussi vu le fait que les femmes sont plus incluses dans la prise de décision. On s'intéresse également donc à l'allocation des ressources, des dépenses, sur la question de la prise de décision. On veut s'assurer que toutes les voix soient représentées. La majorité du temps, les femmes sont habituées à voir les hommes prendre les décisions et donc on a encouragé les femmes à pouvoir prendre des décisions au nom de la famille. Et l'un des facteurs ici de la dégradation des terres, c'est donc l'agriculture. Il est donc intéressant de travailler à la fois sur le genre et la restauration avec les femmes, notamment avec les potagers et une utilisation améliorée des ressources naturelles. On travaille aussi avec des nouvelles technologies. On s'intéresse aussi euh, donc à l'amélioration de l'environnement de travail dans beaucoup de zones rurales du Kenya. Toutes les activités non rémunérées sont réalisées par les femmes. Des femmes vont parfois marcher 15 kilomètres pour aller collecter de l'eau, pour boire. Et donc, dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une intervention directe en apportant des tanks d'eau, des citernes. Les femmes, par ailleurs, cuisinent dans des environnements euh, assez précaires avec du bois de feu, du bois pour faire du feu. Et il faut donc avoir des outils pour la combustion et pour la cuisine qui soient un peu moins précaires et que les femmes puissent continuer à utiliser après le projet. Quels sont les changements que nous voyons?
les changements que nous voyons, c'est qu'il y a des, des femmes qui se sentent tout aussi capables que les hommes. Et on voit des hommes qui sont donc disposés à partager les rôles qui sont traditionnellement ceux des femmes ou traditionnellement ceux des hommes. Et cela va faciliter les activités de restauration. Et donc, quand on réalise ces interventions directes, on a vu donc dans ces cas-là que les hommes n'acceptaient pas que l'on fasse des interventions directes sur leur foyer si on ne passait pas par eux. Donc, il est important de pouvoir prendre cela en compte. Et voici donc la fin de ma présentation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci Denis, merci pour cette très intéressante présentation. Et je pense qu'il est crucial de comprendre quel type de cadre existe et comment est-ce qu'on peut travailler avec les questions de genre dans des communautés et que ça implique de travailler non seulement avec les femmes, mais aussi les hommes. Et quelque chose qu'on a vu dans cette petite enquête au début de la session, c'était l'importance des normes culturelles. Alors, je voudrais aussi vous encourager à poser toutes vos questions sur le chat, sur la boîte de questions-réponses. Et maintenant, je voudrais donc vous présenter donc nos deux intervenantes du Costa Rica. Nous avons Araceli Jiménez Mora, donc qui est de Chomes au Costa Rica, qui gère donc la coopérative Copé Moluscos Chomes et qui est ramasseuse de mollusques, qui a fait beaucoup de travail et de plaidoyer, et Griselda Alvarado Picado, qui est spécialiste de genre et qui travaille aussi sur les questions de communication à Copé Solidar, donc également au Costa Rica. Et donc, elles vont nous parler de la restauration avec les femmes donc au Costa Rica et euh, de donc et dans très peu de temps, elles seront donc à la conférence des océans. Bonjour tout le monde. Je vous salue depuis le Costa Rica. Donc je fais partie de Copé Solidar RL. On a plus de 25 ans donc de travail au Costa Rica et en Amérique latine, où donc on accompagne des organisations telles que celle d'Araceli dans leur processus de gouvernance. Et je voudrais donc sans plus attendre laisser la parole à ma collègue Araceli. Bonjour tout le monde, je m'appelle Araceli Jiménez. Je fais partie du réseau d'aires marines de pêche responsable euh, et je suis aussi donc gérante de la coopérative Copé Moluscos Chomes et donc qui compte donc des participants hommes et femmes. Et donc, on travaille avec la reforestation des mangroves, la collecte des mollusques. Et donc, c'est un réseau d'aires marines de pêche responsable qui est composé de 22 communautés, donc avec la côte pacifique des Caraïbes, donc du Costa Rica. Et donc, il y a là des territoires de vie marins, des aires marines de pêche responsables, des territoires autochtones,
Alors, diapo suivante. Oui, merci. Nous avons travaillé donc de manière collective avec le réseau de défense des droits humains. Nous avons un projet de loi qui est en train de passer à l'Assemblée législative sur la loi sur les directives volontaires qui prend en compte donc les droits et notamment donc la sécurité foncière, l'équité de genre, l'accès à la mer, l'accès à une sécurité sociale différenciée. Et nous avons aussi donc une liste de priorités des femmes pêcheuses des aires côtières, marines, de rivières et de zones humides. Et donc nous avons eu un forum organisé donc avec des femmes pêcheuses où on a pu expliquer donc les besoins, les vulnérabilités et les droits euh, qui sont essentiels. Copé Molluscos Chomes, donc notre coopérative, comme je vous le disais, c'est une coopérative de 53 personnes avec 40 femmes et 13 hommes. Et donc on est dans le nord du Pacifique du Costa Rica. Et donc on travaille en ramassant donc des mollusques. On reforeste aussi les mangroves. On a déjà planté plus de 20 000 plantules et on a pu mettre à profit donc différentes espèces de mollusques. Au niveau des arbres, il y a donc l'arbre de mangrove rouge qui est le plus important dans notre écosystème et c'est là que se reproduisent les mollusques. Ici, donc, on voit comment étaient les choses avant le processus de restauration. Donc, on a d'abord fait un processus de travail sur le travail digne et décent. On a eu des ateliers, des réunions. On a vu la différence entre l'avant et l'après pour notre coopérative. Et donc, c'est un atelier qui a été proposé par Copé Solidar. Et cet atelier a permis de voir avec les femmes de l'organisation l'importance de notre travail. Parce que dans beaucoup de situations, on revient de travailler, donc de ramasser les mollusques. Et on n'avait pas forcément envie que donc les gens nous regardent mal. Et aussi, il était parfois visible que donc dans nos couples, nos foyers, on ne valorisait pas notre travail alors qu'on pouvait contribuer à notre foyer. Donc on a pu se rendre plus visible grâce à une session de photos. On a fait une exposition qui a porté sur les visages des mangroves, donc les visages des femmes de l'organisation, qui a permis de montrer ce qui, euh, ce qui était notre travail et ce qui a permis de montrer comment le ceviche est arrivé sur leur table quand ils mangeaient. C'était qui les personnes qui allaient chercher ces produits. On a réussi à faire avec Copé Solidar donc un plan d'utilisation participative pour pouvoir obtenir pour pouvoir obtenir donc une autorisation légale pour notre travail. Et donc avec ce plan, on a pu inclure des zones de reforestation, des zones de culture et de viviers
aussi des zones dont on pouvait extraire des mollusques, et puis des zones non productives. Et cela a pu être fait grâce aux connaissances traditionnelles, et on a pu se rendre compte du fait que nos connaissances étaient très importantes et aussi importantes que les connaissances scientifiques, et que ce ne sont pas toujours les scientifiques qui ont raison, parce que qui peut savoir plus que nous, les personnes qui sommes sur le territoire? Et c'est nous qui pouvons voir où est-ce que les espèces peuvent se reproduire, où est-ce que l'on peut reforester les mangroves. Et donc, au Costa Rica, on travaille avec euh, quatre espèces, donc la biangua et la chora, qui est un type de moule, la moule et la palourde. Alors, comme je le disais, nous avons commencé notre formalisation en 2015, donc pour devenir une organisation, une coopération, une coopérative, pardon. Alors, à cette époque, l'État n'avait pas vraiment d'études sur les différentes espèces de mollusques. Et donc, l'autorisation que nous avons reçue à ce moment a été donnée donc à tous les partenaires de la coopérative. Alors, malheureusement, ça a été plus un casse-tête hein, qu'un pas en avant. Alors, pendant tout le processus de restauration, nous avons toujours cherché le consentement libre, informé et préalable pour voir quelles étaient nos ressources, ce que nous souhaitions faire, obtenir, euh, dans quels endroits nous souhaitions investir de l'argent, quelles étaient nos priorités. Et ça a été un temps très intéressant parce que nous avons vraiment vu à quel point notre voix a été écoutée, nos points de vue ont été pris en compte parce que ce sont nous qui vivons dans les territoires, qui connaissons bien les réalités de nos communautés. Ici, on peut voir donc les différentes réunions qui ont été tenues. Nous avons dans ces réunions décidé du type de plantes que nous souhaitions semer. Nous avons, grâce à cela, pu restaurer un type de mangrove qui est en voie d'extinction. Donc, nous avons réussi hein, à protéger cette mangrove et à replanter donc ces arbres pour restaurer cet écosystème. Au cours de ce processus, des hommes de la coopérative se sont également unis à ce travail et ont mis tout leur cœur. Et ce n'était pas seulement pour une question d'argent ou de gagner de l'argent, mais pour véritablement euh, mettre leur cœur hein, dans ce travail de restauration des écosystèmes. Et ce fut un moment très important parce que après le Covid, nous nous sentions assez désespérés. Et ce projet nous a permis de retrouver confiance en nous
de retrouver euh, l'envie euh, et la vitalité pour donc continuer ce projet. Cela nous a permis aussi de sortir de situations de dette et de vraiment donc retrouver l'espoir. Alors après la reforestation, après la restauration de ces paysages, nous avons maintenu un travail collectif pour rendre beaucoup plus visible notre travail au niveau local, mais aussi au niveau national et global. Nous avons travaillé pour l'intégration de la cible 23. Nous avons pu aller à la COP 15. Nous sommes rendus également à la FAO à Rome, euh, à la COP 16 et puis à l'UNOC 3. Nous avons aussi réussi à commercialiser directement sur les marchés nos produits issus de la mer. Cela permet donc d'acheter ces produits aux femmes du réseau à un prix juste. Et cela nous a permis d'avoir des acheteurs au moins 1 à 2 fois par mois. Et cela a permis aux femmes d'obtenir ces revenus, euh, des revenus éthiques et justes. Grâce à notre travail, nous avons aussi réussi à gagner un prix, donc un prix délivré pour les efforts de restauration. C'est donc le prix Pierre Cardin. Nous avons pu emmener donc ces personnes de ce prix euh, faire une visite du lieu, mais nous ne savions pas encore à ce moment-là que le prix nous avait été délivré. Et donc cela met vraiment en exergue et en valeur nos bonnes pratiques. Et cela permet aussi d'avoir un impact sur le projet de loi au Costa Rica et nous espérons que cette loi va passer donc en faveur de la pêche artisanale. Nous avons aussi pu faire un échange un partage de connaissances entre les communautés. Ici, vous pouvez voir les photos de cette communauté à Sierpe. Cet atelier a donc été fait comme un partage de connaissances. Et il nous reste encore, bien entendu, beaucoup de travail. Il faut continuer à travailler auprès de l'objectif, de la cible 23, que ce ne soit pas juste des mots sur le papier, mais que véritablement les femmes puissent faire partie des processus de prise de décision, que les femmes soient véritablement incluses, que leurs droits soient respectés, mis en œuvre. Et il y a d'autres communautés aussi qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de notre expertise, parce que, eh bien, nous avons commencé ces projets depuis longtemps. Donc, c'est aussi notre tâche de les soutenir et puis d'aller de l'avant tous et toutes ensemble. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Araceli, Zelda. Merci d'avoir partagé ces histoires si inspirantes, parce que cela véritablement remet l'importance du niveau local dans le niveau global et de voir que malgré tous ces obstacles, le projet continue d'avancer. Et l'importance des processus d'autodétermination des femmes. Donc c'était vraiment un voyage très inspirant d'entendre les expériences de de ces femmes de la pêche artisanale et nous avons hâte de connaître la phase suivante de votre travail et de vos avancées. Et nous avons maintenant notre dernière oratrice, hein, qui est une scientifique de plus de 10 ans d'expérience, qui travaille en agroforesterie, restauration de paysages et de territoires, et qui travaille surtout au renforcement de la sécurité alimentaire et qui travaille au Ghana auprès des paysans. Et aujourd'hui, nous allons parler de dégradation des paysages au Ghana et des disparités de genre dans la restauration. Et elle va nous partager donc toute son expérience dans ces différents processus auxquels elle a participé. Merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran. Alors, merci de me prévenir si on voit bien mon écran. Oui, cela fonctionne. Parfait. Alors, bonjour tout le monde, je vous rejoins aujourd'hui depuis le nord du Ghana. Nous sommes à la frontière avec le Burkina Faso. Il fait environ 10 degrés aujourd'hui. Nous sommes à la fin de la saison très chaude et nous commençons à entrer dans la saison des pluies. Alors, comme l'a dit Shruti, j'ai travaillé sur cette recherche depuis 4 ans. Cela fait partie de ma thèse doctorale et je suis ravie de vous partager ici certains résultats clés. Je voudrais donc planter un peu le contexte de cette région. Donc, le nord du Ghana, comme vous pouvez le voir sur les photos, hein, a des paysages très secs. Et ce sont principalement des terres qui ont été converties pour donc le pâturage. Et l'agriculture est donc la principale utilisation des paysages. Et nous sommes aussi un peu le grenier du pays parce que nous produisons beaucoup de céréales pour le reste du Ghana et également des protéines, donc vaches, bœufs, etc. Je vais parler de la température hein, parce que c'est très important pour les paysages ici. Nous avons deux saisons principales. Les pluies arrivent fin octobre et puis nous avons un autre changement de climat au mois de juin. Alors, donnez-moi une petite seconde, il y a du bruit à l'extérieur, j'arrive tout de suite.
Alors, Gloria, est-ce que tu peux rallumer ton micro? Oui, désolée, désolée pour cela. Alors, comme je le disais, donc l'agriculture est confinée à un temps assez court, donc dû à ces circonstances climatiques. Nous avons un temps de pluie très limité et donc, en général, les humains se sont retrouvés dans les zones les plus humides du pays pour pouvoir cultiver. Et il s'agit vraiment de ménages et de petites exploitations agricoles et de petits élevages. Il y a vraiment une dégradation très importante des terres due à la désertification et cela met en danger les besoins des ménages. Lorsque l'on voit les paysages, on voit justement cette menace de la désertification qui avance et la nécessité d'intervenir pour restaurer les territoires. Cette dégradation que nous voyons demande, comme je le disais, des interventions. La plupart des évaluations concernant la dégradation des terres sont faites par des évaluations externes. Mm, Ce sont vraiment des modèles qui viennent de l'extérieur et qui du coup n'intègrent pas la vision locale. Et ce type d'évaluation donne lieu aussi à une planification de restauration qui est donc basée sur cette vision externe et qui ne capture pas les priorités locales et principalement à la nécessité d'accès des femmes, la restauration du travail de la terre, etc. Le, la conséquence de cela, c'est que le type de restauration qui est fait euh, crée encore plus de déséquilibre. Alors nous sommes ici, nous parlons de communautés qui sont traditionnellement patriarcales, qui sont contrôlées par les hommes, et ce sont les femmes qui dépendent le plus des ressources, des arbres, de la forêt. Et en pratique, les femmes ont très peu de pouvoir de décision concernant ce qui va être planté, comment cela sera fait, euh, de quelle manière gérer les animaux d'élevage, etc. Donc, si l'on veut véritablement capturer, comprendre la situation locale, nous devons écouter les femmes et nous devons chercher dans ce projet de restauration avoir un impact euh, sur donc le patriarcat et intégrer la perspective de genre. Donc, il y a un besoin profond en action transformatrice en termes de genre. Les projets qui ne regardent pas la perspective de genre vont créer plus de discrimination, plus d'inégalités. Il faut donc vraiment regarder quelles sont ces inégalités pour
créer un changement, une transformation pour obtenir les résultats attendus. Une force pour créer cela, c'est donc de créer des espaces de dialogue pour que les personnes puissent s'exprimer, puissent parler de leurs besoins pour pouvoir arriver à des décisions pertinentes. Alors voilà un peu l'histoire de l'évolution de l'approche de genre, de la perspective de genre depuis les années 70. Hein. Nous avons commencé avec les femmes dans le développement. Et très souvent, les personnes sont ou présentent hein, plusieurs couches de discrimination et de normes sociales, ce qui doit être pris en compte hein, pour véritablement intégrer les différentes perspectives, la perspective de genre. Cette intersectionnalité est nécessaire dans le travail de restauration des territoires. Alors notre proposition est de négocier les normes au niveau de la communauté, au niveau des ménages, écouter ce que veulent les personnes pour pouvoir décider à ce niveau ce qui doit être fait, quel type de paysage les personnes veulent-elles restaurer, quelles espèces sont nécessaires pour l'écosystème et sur base de cela, eh bien, élaborer les projets et les interventions. La théorie du changement fait partie donc de notre proposition et elle a été appliquée au niveau des ménages hein, dans ces processus. Nous avons également intégré cette théorie dans le développement euh, de nos projets hein, pour véritablement transformer les relations de genre au niveau des ménages, au niveau local. Parce que c'est là que tout commence. Il est nécessaire de travailler donc à la résilience des communautés et des ménages, de partager les ressources, partager les rôles et les prises de décision. Par exemple, très souvent dans les communautés, lorsqu'un homme meurt, eh bien, sa femme se retrouve sans rien pour donc soutenir sa famille. Il est donc nécessaire de travailler à cette résilience et au partage, à la collectivité. Parce que c'est à partir de là que nous pouvons développer de véritables projets de résilience et de restauration pour avoir des résultats équitables. J'étais heureuse de voir donc la présentation de Denis sur la gestion des ressources parce que on a adapté des approches très similaires avec notre étude. Et donc tout d'abord, on a fait une étude de référence pour pouvoir identifier les moyens de subsistance et les rôles. Et ensuite, on a pu faire des jeux de rôle pour générer de l'empathie autour des différents rôles de genre. Et les inégalités ont pu être visibilisées pour les groupes. Et ça a permis de lancer des conversations pour transformer ces relations et et se demander quelle vision on peut avoir pour le ménage. Ce qui a été unique aussi dans cette étude, c'est que on a
instauré donc des titres de champion dans la communauté, donc pour les personnes qui faisaient partie du groupe et qui avaient des marqueurs de progrès intéressants. Et donc, c'était les marqueurs de progrès que les personnes et les ménages souhaitaient voir sur leur terre et dans leur communauté. Et les personnes qui réussissaient à faire cela étaient donc nommées champions, championnes. Et donc, le fait de modérer les conversations sur ce que souhaitaient changer les personnes et les défis qui existaient. Donc, ça nous a amené à demander comment est-ce qu'on peut vous soutenir pour atteindre ces objectifs. Et donc, c'était parfois les hommes qui venaient aux réunions. Et cela permettait aussi de pouvoir inviter plusieurs personnes du ménage. Et parfois, il y avait aussi donc les, les, les différentes femmes des ménages polygames. Et cela permettait donc d'impliquer les différentes personnes du ménage et de marquer donc les indicateurs de genre. On a aussi fait un atelier de suivi avec tous les champions, championnes pour partager donc ces expériences et pouvoir apprendre donc les uns des autres et retourner dans leur communauté. Ici, donc, on peut observer les changements qui étaient souhaités par les hommes et par les femmes dans le paysage. Et si on regarde de près ce tableau, donc on les a catégorisés en différentes catégories. Donc en vert, on a les questions liées aux dépenses, en orange, tout ce qui est lié au travail, en jaune, aux décisions, rose, au bien-être et bleu, aux relations. Et donc, on voyait ce qui était donc attendu. Par exemple, un petit 1, ça voulait dire que donc le changement était souhaité très rapidement. Le numéro 3 signifiait que donc le changement était plus difficile à obtenir. Je serais heureuse de partager cela. Et on a pu faire le suivi de ces marqueurs pendant 2 ans. Et on a vu donc des changements apparaître. Et les domaines où on a vu le plus de changements, c'était donc sur les rôles traditionnels des femmes dans le ménage, notamment sur le soin aux enfants, le fait d'aller chercher du bois, de l'eau. On voyait notamment que pour les femmes, ça représentait des très longues distances, alors que les hommes avaient souvent des moyens de transport. On a aussi vu des changements autour de la possibilité des femmes de pouvoir planter des arbres et de semer donc des cultures de leur choix dans la zone de leur maison. Et ça a aussi permis donc d'augmenter la liberté des femmes de pouvoir cultiver des cultures complémentaires à celles qui étaient cultivées par les hommes. Donc les résultats maintenant dépendent et vont varier à différentes échelles en fonction des écosystèmes. Donc ici, on voit donc il y avait un groupe qui était proche
marché principal, il y avait un groupe qui était proche de la forêt, il y a un groupe qui était très isolé et un groupe qui était proche d'une zone minière. Mais on a des changements similaires malgré tout, qui sont des changements qui sont similaires dans tous ces endroits. Mais on va avoir des résultats différents sur les questions de restauration. Donc, on a vu par exemple que certaines des femmes étaient plus intéressées, près des forêts, euh, par la restauration. Et donc, parce qu'il y avait plus de dépendance des arbres. C'est là qu'on a vu le plus grand désir de restauration. En conclusion, j'aimerais dire, donc, ce qu'on a pu voir, c'est que les normes de genre sont des normes qui vont façonner les paysages et que les actions actuelles de restauration euh, ne permettent pas de refléter la complexité de ces dynamiques dans la mise en œuvre. Donc, par exemple, si on est dans une situation où on dit on veut améliorer l'utilisation des terres, on va discuter avec les leaders des communautés. Alors, il n'y aura pas de rencontre avec les femmes, ni de possibilité d'écouter la perspective des femmes. Et donc, quand on fait cela, évidemment, on finit par euh, manquer la possibilité de travailler sur l'équité. Par ailleurs, nous disons donc dans notre étude que le changement dans les normes de genre est possible sur le court terme quand la transformation en matière de genre est négociée de façon structurelle et que le processus est soutenu. Ça va dépendre des contextes, de la sensibilité de chaque contexte. Et donc, on a pu voir que des processus de changement vont souvent être graduels. Et il y a aussi des questions qui sont plus urgentes à négocier que d'autres. Finalement, le succès qu'on a pu voir a été répliqué, donc mis à l'échelle sur 5 districts et avec plusieurs groupes d'épargne communautaire. On est arrivé à 60 groupes, donc environ 6000 personnes. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire donc par rapport aux prochaines étapes? Nous avons appliqué les actions transformatrices en matière de genre dans la restauration. Et c'est vraiment important dans ce cas de pas seulement travailler à répliquer et mettre à l'échelle pour rendre le projet plus grand, mais aussi de travailler en profondeur, à une échelle profonde dans le ménage. Et donc, dans ce cas, ensuite, on peut avoir des changements à l'extérieur et on peut avoir des marqueurs de progrès. Et tout ça va dépendre des contextes. Ça va aussi, donc, pour la mise à l'échelle, dépendre des questions institutionnelles. Quand on commence à travailler avec différentes institutions, différents acteurs, on n'a pas inclus les leaders communautaires dans cette étude, mais si on avait, par exemple, un dialogue entre les différentes communautés avec les
leader de chaque communauté, ça pourrait être intéressant de voir les indicateurs et les marqueurs de progrès proposés par les leaders des communautés. Et donc, je vais conclure et donc en disant que ça a été une étude vraiment très intéressante qui nous a montré comment appliquer les approches transformatrices en matière de genre dans le domaine de la restauration. Il est essentiel de comprendre l'importance et du contexte et les problèmes qui existent dans le contexte pour pouvoir concevoir une stratégie d'intervention appropriée. Merci beaucoup. Merci, Gloria. Et donc, on a différentes questions ici sur la mise à l'échelle, effectivement. Et on peut aussi réfléchir à ce travail en profondeur dont tu parlais. Et aussi, parfois, il peut être intéressant de réduire l'échelle d'un projet. Ça va beaucoup dépendre du contexte et des normes culturelles. Et donc, nous sommes maintenant arrivés à la fin des présentations. On a quelques questions qui sont sur la boîte de questions-réponses ou le chat. Je vois qu'il y a 2 questions pour Denis, une question pour tout le monde et une question pour Araceli. Je vais peut-être commencer par Araceli. Et donc la question, c'est sur le rôle du savoir traditionnel des femmes et de la science dans la conservation. Nous, désolée, est-ce que tu peux me répéter la question? Si tu veux, je peux la répéter, ce sera peut-être plus simple que la traduction. Donc la question c'était quel type d'actions viennent des connaissances traditionnelles que vous pouvez apporter en tant que femme dans les mangroves qui vont en lien donc avec la connaissance scientifique. D'accord. Eh bien, ce que nous faisons en termes de connaissances traditionnelles, donc c'est que on peut indiquer aux personnes où sont les mollusques. On peut expliquer si les mollusques sont femelles ou mâles. On essaye aussi toujours de respecter l'âge de maturité sexuelle, donc des coquillages, qui est indiqué par la taille de chaque coquillage. Et c'est quelque chose qui ne va pas altérer donc l'environnement. Merci beaucoup, Araceli. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à la question suivante, donc pour Denis. Donc, je pense que ça a déjà été répondu. Donc, il y a déjà eu une réponse sur le chat. Il y a quelqu'un qui a demandé quelle est la durabilité de ces processus et de ces initiatives que vous avez menées au Kenya. Et l'autre question, c'est quel est le rôle des conservatoires privés, donc des espaces de conservation privés dans le nord du Kenya. Denis, on t'avait à nouveau perdu derrière le fond d'écran. Oui, merci beaucoup.
Je vais répondre à la question sur la durabilité. Donc, on sélectionne certaines personnes dans les communautés et on travaille avec les services publics pour créer des liens et donner de la continuité après les formations. Et comme ça, on ne forme pas seulement les personnes euh, sur les questions de restauration, mais aussi les questions de genre. On a la question donc d'action transformatrice en matière de genre, les questions liées à la sécurité foncière et les questions de système forestier et de semences. Et l'idée, c'est de pouvoir former les personnes à toutes ces interventions pour qu'elles aient tous ces outils ensuite quand elles vont dans les communautés. Et donc, tout cela va dépendre aussi donc des questions d'éducation et de genre. Dans le contexte kényan, il y a moins d'implication donc dans les questions de science, mais plus de développement. Et donc, il va y avoir des liens assez forts avec le service public. On travaille aussi avec d'autres partenaires, des communautés locales et les organisations communautaires. On a les groupes d'usagers communautaires et donc on travaille avec ces groupes euh, de personnes organisées pour gérer les ressources forestières. Et donc, on veut réussir à limiter la dépendance aux forêts. Et on essaye donc d'encourager les communautés à produire ces bénéfices sur leur ferme. Et cela nous permet donc de faire perdurer les effets du projet. Et donc, on a aussi donc beaucoup d'écosystèmes au Kenya avec qui on travaille, donc avec le NRT. Donc, ce sont des aires privées et l'idée, c'est de les soutenir à obtenir des fonds, pas seulement pour aider les aires de conservation privées, mais aussi pour aider les communautés qui vivent dans ces espaces. Il y a aussi des partenariats privés-publics avec les gouvernements pour financer les crédits. Et ce sont des communautés et des organisations qui gèrent très bien la question des crédits carbone. On a un travail autour de la responsabilité des entreprises, notamment pour la propagation des semences. Et il y a aussi donc des distributions de petits arbres donc gratuites pour les écoles et pour les communautés. Merci beaucoup, Denis. Ce serait vraiment chouette si on peut donc partager les liens des différentes présentations qui ont été partagées par les intervenants, intervenantes pour donc permettre le partage de ces informations et ces recherches. Et donc, soyez attentifs à ces ressources quand on les enverra. Et on a donc une dernière question et on terminera ensuite avec une photo de groupe. Est-ce que donc il y a eu une question sur
les relations de pouvoir euh, en lien avec la sécurité foncière dans l'étude et quelles étaient les stratégies des hommes et des personnes au pouvoir pour obtenir leur coopération. Et aussi quelque chose sur les normes culturelles. Donc je sais que ce sont des questions énormes, mais donc on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je dois dire que nous avons vraiment travaillé grâce au partenariat. Euh, nous avons, nous avons donc créé un partenariat avec World Vision qui travaille depuis des décennies hein, sur ces thèmes et les personnes étaient tout à fait ouvertes à ces discussions. Et cela nous a permis de réfléchir aussi aux défis structurels auxquels nous faisons face. Donc, dans ces réunions, nous avons pu expliquer, mettre des mots sur le pourquoi de nos projets. Et cela a vraiment permis donc d'avancer. Nous avons compris aussi et reconnu hein, les structures de pouvoir déjà existantes. C'est-à-dire que nous avons fait un processus de sélection des ménages invités donc aux réunions. Et à chaque fois, nous avons demandé aux hommes d'emmener avec eux une femme du ménage, une des femmes. Alors, cela a posé quelques problèmes, mais c'est une autre discussion. En tout cas, cela nous a permis de naviguer, de négocier hein, cette dynamique et commencer à travailler à ces relations de pouvoir. Et enfin, comme nous avons atténué les effets, eh bien, ces projets sont très adaptables. Donc, une fois que l'on a compris le contexte dans lequel on travaille, on peut beaucoup plus facilement élaborer des projets qui sont pertinents pour ce contexte. Donc, c'est très important de regarder le où ces projets se font. Donc, il faut aussi regarder ce qu'il se passe dans chaque paysage. Et très souvent, sur le territoire, eh bien, les femmes ont le pouvoir de dire non. Mais lorsque l'on arrive dans une réunion en plénière, avec d'autres partenaires, eh bien, ce sont les hommes qui viennent et parlent au nom de tous. Donc, nous ne disons pas que toutes les normes sont mauvaises et qu'on devrait toutes les casser. Mais il est important de faire ces changements pas à pas et les personnes vont devoir euh, s'ajuster hein, à ces changements. Et je pense que lorsque l'on travaille au niveau du ménage, il est beaucoup plus facile de faire passer ces idées de changement. Merci beaucoup, Gloria, pour ces derniers mots très intéressants. Et avant de terminer, nous souhaiterions faire une photo de groupe. Et je voudrais aussi remercier nos interprètes qui ont accepté de rester au-delà du temps imparti pour ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Et beaucoup de félicitations pour leur travail et pour tout leur soutien inconditionnel à chaque webinaire.
Donc, Soumina, est-ce que tu peux nous prévenir lorsque tu prendras la photo pour donner notre meilleur sourire? Oui, alors si on peut allumer les caméras. Ah, ah, il y a un petit bout de chou qui apparaît là derrière. Coucou Mathéo. Encore une photo, s'il vous plaît. On sourit. Parfait. Une dernière photo. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être